sortie un peu plus apaisée. C'est d'ailleurs surprenant que ça soit le gouvernement qui fasse aussi spontanément cette sortie, parce que la loi a été votée par les députés, donc nos représentants à l'Assemblée nationale, et ces deux qu'on parlait, on aurait aimé que ça soit eux qui fassent cette sortie, mais le gouvernement a préféré faire cette sortie à leur place, et c'est ça qui surprend aussi. Alors, je ne sais pas si je peux vous dire deux choses que je retiens de cette sortie. Oui, on aimerait bien savoir. On est là pour ça. Mais avant ces deux choses, dites, pourquoi êtes-vous surpris quand on sait que la démarche vient de l'exécutif et les députés pouvaient accompagner ou pas? Et vous avez constaté que ce fut un débat très houleux à l'Assemblée avant qu'on en arrive à ce résultat. Oui. Parce que le gouvernement n'est pas dans son rôle. Du tout pas, pour l'instant. Ah bon? Ce ne serait pas le moment pour eux de sortir. Parce qu'il y a eu un rapport d'une certaine commission des lois qui a évoqué des motifs qui ont conduit à ce vote-là. Oui. On aurait aimé qu'ils s'expliquent beaucoup plus sur leurs motifs que après que le débat soit sérieusement fait, que le gouvernement puisse venir recadrer comme ils l'ont répété plusieurs fois sans convaincre. Alors, vous n'avez pas été convaincu, mais deux choses auront retenu votre attention. Quelles sont ces choses-là? La première chose, c'est... J'étais étonné lorsque, pour répondre à l'une des questions posées par les journalistes sur la non-ouverture du débat, le ministre de la Santé a cité Montesquieu sur la nature des droits humains qui varie en opposition aux lois des religions qui, pour lui, ne varie pas, ne change jamais. Et donc, pour ça, il ne faut pas consulter les religions. C'est ce que j'ai compris. Il faut donc laisser ce côté de l'aspiration du peuple béninois, il faut les laisser de côté pour aller directement parce que leur opinion ne change pas. Leur opinion, leur loi ne varie pas. Et je me suis demandé, mais dans quelle école nous avons appris ça? Dans quelle école on a appris que les lois des religions ne varient pas? J'étais surpris parce que le ministre a résumé toutes nos religions comme étant des dogmes. Et je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il lui est arrivé de lire, par exemple, la doctrine de l'Église catholique, la doctrine sociale de l'Église catholique, pour comprendre le contenu, l'objet, la vision et la démarche? Vous n'êtes pas sans savoir, comme moi, que le rôle que joue l'Église catholique à travers le monde entier dans le social, eh bien, il y a bien des États, des gouvernements qui n'arrivent pas à la cheville de ces actions qu'ils mènent. Deuxième point qui m'a aussi surpris, c'est que le ministre, dans sa défense, explique que l'IVG est un dernier recours. Bon, d'abord, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est un dernier recours. Et je me suis demandé, mais qui on veut condamner à la peine capitale? Comment ça? Pourquoi y voyez-vous la condamnation à la peine capitale? Vous voyez, vous savez, on dit que c'est le dernier recours, c'est-à-dire quand on n'est pas arrivé, eh bien, il faut arriver là. Et je demande qui on veut condamner à la peine capitale. Et ensuite, il a proposé des techniques qui sont les mieux adaptées aujourd'hui. J'ai entendu aspiration. J'ai entendu également expulsion à partir des produits. Et ça m'a fait un peu voir les techniques d'exécution des condamnés à peine capitale. C'est-à-dire que dans le cas de l'expulsion, c'est genre que il faut fondre le bébé dans une sorte d'acide, on appellera ça drogue ou bien médicament d'un produit, pour permettre à ce que ça puisse sortir aussi facilement. Donc les résidus pâteux vont sortir après que ce produit ait joué son rôle de fondre la vie qui commence dans les entrailles. Un peu trop loin dans le tableau présenté par le ministre. La sortie, c'est pour apaiser. Non, justement, malheureusement, parce que le ministre même a parlé des sémantiques
et qu'il faut dire les choses aussi directement. Et quand je dis, bien, ok, ces choses directement, là, c'est d'abord parti de la notion de l'interruption volontaire de grossesse. L'interruption volontaire. On va en venir au contenu même de la loi. On va apprécier. Oui, ce sont les éléments qui vous ont personnellement choqué. Mais vous avez dit c'est une sortie, s'il fallait reprendre, il faut le faire, parce que ça aurait eu le mérite de recadrer, dites-vous. Mais bien sûr, le cadrage, c'est à quel niveau? Ça a le mérite de recadrer, parce que il faut déjà comprendre l'essence même de cette loi-là. Cette loi-là émane d'un désir qui est de celui de sauver des vies humaines. On a pu écouter Madame Tony Foudé qui nous a donné des statistiques en nous disant que chaque année, officiellement, 200 femmes mouraient parce qu'elles se donnaient à de l'avortement clandestin. Moi, je l'appelle de l'avortement meurtrier. Et lorsqu'on est face à certaines réalités, il faut pouvoir y faire face. J'aime dire souvent que personne n'aime la guerre, mais la guerre, il faut la faire. Il faut pouvoir mener une offensive. Lorsqu'une loi est mise en place, c'est parce qu'elle vient refléter un phénomène social, et ce phénomène social-là n'est que le reflet de certaines mentalités. Donc en réalité, si nous en sommes là aujourd'hui à débattre de la question de la légalisation de l'avortement, c'est juste parce que notre société nous y a conduit. Peut-être qu'au fil du débat, on pourra y revenir, mais c'est là l'essentiel du débat. Il est question de sauver des vies. Il n'est pas question de promouvoir l'avortement. Il n'est pas question d'en faire la publicité, d'autant plus que la même réforme qui a été mise en place vient condamner la promotion de l'IVG. Donc toute personne qui aujourd'hui au Bénin se lèvera pour faire de la promotion de l'IVG se retrouvera devant les juridictions compétentes. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse se focaliser sur l'essentiel. On a des femmes qui meurent chaque année. On a des statistiques qui, selon moi-même, sont très faibles parce qu'on sait que officieusement, il y a beaucoup plus que 200 personnes. Nous savons comment dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos écoles, nous entendons chaque jour qui passe qu'une femme s'est fait avorter et qu'elle en est décédée, qu'elle en est morte. Alors, faut-il rester les bras croisés ? Non, le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le gouvernement a fait son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est assurer la protection et le mieux-être de sa population. Et concernant les religions, pour en venir à ce que mon homologue disait, il faut faire la différence. Le ministre de la Santé a utilisé cette phrase de Montesquieu, oui, mais je pense qu'il faudrait la prendre dans son contexte. Une phrase, lorsqu'on la sort de son contexte, elle devient juste un prétexte. Donc, de quoi est-il question ici? Il est simplement question de comprendre qu'on n'attendra pas des confessions religieuses qu'elles nous disent autre chose que ce que les textes religieux disent. Lorsqu'on prend les textes religieux, c'est clair qu'on ne peut pas procéder à de l'avortement. Alors, concédons le leur, mais laissons le gouvernement faire son rôle. Et que chacun d'ailleurs de nous puisse également prendre son bâton de pèlerin et assumer son rôle. Il revient à chaque famille d'éduquer son enfant. Il revient à chaque enseignant de communiquer, de faire passer un message. Il revient à l'Église de reprendre son rôle au sein de la société. Je suis d'accord quand on dit qu'il ne faudrait pas la mettre en marge. Non, personne ne met les confessions religieuses en marge aujourd'hui. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on n'attendra pas de celles-ci autre chose que ce que leurs textes disent, puisque tout ce qu'ils nous disent est basé sur leurs textes. Alors, on est dans le progressisme, on peut dire, c'est cela, avec ces... Le progressisme, il n'est pas à tous les niveaux. Les confessions religieuses, il y en a plusieurs. Certaines sont dans le progressisme et d'autres non. Donc... Alors, Monsieur Daou, avec ces statistiques, je suis tenté aussi de vous demander, vous avez vraiment suivi le ministre lorsqu'il avance ces statistiques et ça vous a laissé indifférent? Il y a, avant le ministre, il y a les députés qui ont avancé des statistiques. Oui. Et avant d'en arriver là, il n'y a pas de statistiques à travers toutes les études du monde entier qui ne concluent qu'à l'avortement. Toutes les études sur la question à travers le monde ne concluent pas sur la possibilité d'aller à l'IVG. Mais plutôt, en termes clairs, vous voulez dire plutôt d'amélioration du plateau technique en santé sexuelle, santé de la reproduction, etc. Vous voulez dire qu'on regarde les statistiques disponibles, il y a mieux que la formule, c'est cela? Il y a beaucoup mieux que cette formule-là, d'ouvrir
à cette possibilité-là d'aller à l'IVG. Je voudrais citer, les députés ont cité trois motifs qui pour eux sont assez suffisants pour déjà voter la loi qu'ils ont votée. Avant les motifs des députés, alors les statistiques avancées par l'autorité ne vous motivent pas à aller à la votement? Le ministre a même dit plus que les statistiques. Il a parlé des situations personnelles qu'il a vécues, qui sont vraiment déplorables, malheureuses. Ah, ok, vous avez suivi. J'ai suivi ça. Ça, c'est des individualités. C'est ce que lui, il a vécu. N'est-ce pas? Et il en a parlé. Personne ne peut l'admettre. C'est vrai. Mais l'ouverture, la solution abortive qu'on est en train de proposer, est-ce que c'est vraiment la solution face à cette situation? Ok. C'est d'abord la question que je me pose. D'accord. Alors, quels sont les motifs des députés? Ils disent ils parlent premièrement de l'ignorance et de manque de maturité. L'ignorance pour les jeunes, les adolescents, à ne pas se protéger pendant des relations sexuelles. Leur manque de maturité a imposé à leurs partenaires la protection pendant les relations sexuelles. Et donc pour ça, il faut aller à l'IVG. C'est entre autres motifs. Je vais citer les trois motifs. Il n'y a pas plus que ça. Deuxième motif, ils ont parlé des cas de grossesse dans les milieux scolaires. Le rapport que nous avons lu, qui fait état de 715 cas, ont été réalisés dans des CEG l'année scolaire dernière. On a eu 715 et sur les 715, on dit, puisqu'il y a 715 cas de grossesse en milieu scolaire, eh bien, il faut aller à l'IVG. Alors... C'est pas ici qu'ils ont conclu. Non, c'est bien sûr, c'est ce qu'ils ont dit. Le thème n'a pas été aussi cru. Non, c'est comme ça. Ils l'ont dit clairement. Vous avez leur rapport. Tout à fait. Voilà, donc il faut bien lire pour comprendre. Bon, ok, chacun fait son analyse. Allez-y. Alors, ensuite, il parle d'avortement clandestin qu'on observe. Et entre autres problèmes liés à ces avortements clandestins, c'est parce qu'il y a 33% des besoins en couverture de planning familial qui ne sont pas satisfaits. Et donc pour ça, il faut aller à l'IVG. Moi, je suis tombé des nues parce que je me dis, mais tout ce qui est en train d'être dit ont leur solution dans le problème. Ils ont leur solution dans les problèmes. L'ignorance, pour régler le problème d'ignorance, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait quoi? Il faut éduquer, il faut enseigner, il faut faire connaître. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes ignorant. Mais si on vous fait connaître ça, c'est que vous savez désormais ce que c'est. Et vous y allez, Et on a des cas par rapport aux années passées. Surtout le cas de la lutte contre le VIH-Sida. Vous savez qu'il y a eu constamment des sensibilisations, des méthodes d'éducation dans les écoles. Aujourd'hui, toutes ces actions-là, on ne les voit plus. Il n'y a plus un programme, il n'y a plus de façon systématique les cours d'éducation civique et morale dans les CEG. Pourquoi faut-il être étonné d'avoir 715 pour ensuite conclure à l'IVG? Donc, il faut aller résoudre les solutions aux problèmes que vous avez évoqués, puisque ces solutions-là existent. Donc, question d'éducation. D'éducation, d'information, de sensibilisation dans les écoles. Puisque quand, par le passé, cela avait été fait, ça a réduit considérablement ces cas de grossesse. Et le ministre le sait. C'est comme les acteurs sociaux le savent. La démission des autorités à ce niveau. Il y a une démission. Il y a qu'on ne veut plus. Vous savez, au Canada, pendant la lutte contre le sida, ils ont tellement sensibilisé, éduqué la jeunesse, si bien que les jeunes ne savent pas ce que c'est qu'avoir une relation sexuelle sans se protéger. Ils ne savent pas. C'est systématique. C'est systématique. Je pense que Mme Mariola peut me le dire au Canada. Ça a été systématique. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une relation sexuelle sans être protégés. Parce qu'ils ont été constamment sensibilisés. Mais quand vous relâchez, attendez à l'effet contraire.
Parce que ceux qu'on sensibilise aujourd'hui deviennent des aînés demain et d'autres enfants viennent qui n'ont pas été sensibilisés viennent, on ne leur dit rien à propos. Deuxièmement, sur le cas donc l'ignorance, il faut résoudre cette question d'ignorance. Sur le cas des avortements clandestins, ou entre autres, d'abord, on dit avortement clandestin, je ne pense pas que le gouvernement manque de moyens pour traquer tous ceux qui le font. On pourrait le faire comment? Le gouvernement ne manque pas de moyens pour traquer. Quand je vois tous ceux dont est capable notre police républicaine pour aller rechercher les hors-la-loi dans les coins les plus reculés pour les sortir, ce n'est pas pour les avortements clandestins. Là, vous n'exagérez pas. Vous savez très bien que c'est hors-la-loi continue de frapper, même si ça a diminué. Vous êtes sûr que on ne sait pas où toutes ces choses-là se pratiquent clandestinement? Vous voulez dire deuxièmement, les lieux qui abritent... D'abord, oui, les lieux qui abritent ceux qui le font. Et ceux qui offrent ces services-là, il suffit pour eux de mettre un dispositif d'enquête en place pour découvrir comme ils en ont l'habitude. Ils ont la solution à ce problème d'avortement clandestin. Deuxièmement, le rapport dit 33% des besoins en planning familial ne sont pas couverts, ne sont pas satisfaits. Tout à fait. Mais, Monsieur Joël, oui. 33%, c'est le tiers. Ça veut dire que les 2% avaient été déjà faits et qu'il faut continuer à faire le reste pour couvrir, pour satisfaire ce besoin en planning familial. Les moyens manquent. Les moyens peuvent manquer pour un domaine aussi sensible, pour que ce soit l'IVG qui règle ce problème-là. Au Bénin, ici, nous sommes... nous faisons 12 millions. On était 3 millions aujourd'hui, 12 millions fois 3. Et après-demain, vous imaginez. Mais la richesse du pays, ça évolue, n'est-ce pas? Ça évolue, n'est-ce pas? Proportionnellement, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de moyens pour couvrir les 33% qui restent, pour que ce soit l'IVG qui résolve ce problème-là, pour que ce soit des solutions abortives qui résolvent ce problème-là. C'est-à-dire que voici les trois grands motifs pour lesquels ceux qui sont à l'Assemblée nationale ont jugé impératif de donner le droit à l'interruption volontaire de grossesse. C'est d'abord ça. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on peut revenir même sur la question même de la grossesse? On y revient. Mais avant la réaction de Mayolo par rapport à ce point contenu dans le rapport que vous avez énuméré tout à l'heure, oui, Mayolo? D'entrée de jeu, j'ai un problème avec la phrase le gouvernement a donné le droit. Il faut aller à l'IVG. Les députés, il faut aller. Alors, cette phrase-là, en fait, ne vient pas traduire, comme j'ai dit, l'essence de cette réforme-là. Personne n'a dit il faut aller à l'IVG. Pour aller à l'IVG, c'est une décision que la femme, elle prend. Elle prend une décision et elle le fait. Aujourd'hui, ce que le gouvernement nous propose, c'est de donner un plateau technique sécuritaire pour que cela ait lieu et dans des conditions. Donc aujourd'hui, la réforme, elle vient répondre à la question de qui, de comment, de par qui et quand, puisqu'il y a un délai durant lequel la femme est encore permise d'aller le faire. Donc, dire que les députés nous disent il faut aller, non, ce n'est pas il faut aller. Les députés ont décidé de voter une loi parce qu'ils ont jugé nécessaire pour pouvoir contrer ce problème des avortements clandestins. Lorsque monsieur dit qu'il faut pouvoir traquer, je ne sais pas si vous avez déjà eu à voir des personnes qui se sont retrouvées dans ce contexte-là, mais moi j'en ai connu. Encore, peut-être que vous direz, comme dans le cas du ministre, que c'est une individualité, mais non. Nulle part c'est écrit, ici se pratiquent les avortements clandestins. Ce sont dans des maisons, ce sont dans des cours comme celles que nous habitons, qui ne ressemblent à rien qu'à des habitations, mais qui, à l'intérieur desquelles se pratiquent des choses ignobles, des choses... Mais par rapport à ça, est-ce qu'on ne peut pas, comme on le dit, il a pris le cas des questions sécuritaires, interpeller la complicité des autorités locales et même des habitants? Parce qu'on dit quand dans votre maison, dans votre environnement, vous observez quelqu'un qui a des comportements douteux,
vous êtes appelé à le signaler. Si on va sur ce terrain, est-ce que ça ne peut pas aider? Mais je pense que ça existe déjà depuis. Je pense qu'il y a des personnes qui déjà se penchaient sur la question. Je crois que nos autorités ne viendront pas nous dire le contraire. Ils ont déjà eu des signalements. Lorsque le ministre vient nous parler de ce monsieur qui à Godomé le faisait, ça veut dire que quoi? À un moment donné, il y a eu un signalement et qu'ils ont dû intervenir. Donc oui, ça existe déjà, mais ça n'empêche pas le phénomène de continuer. C'est un phénomène qui continue. Et j'ai dit, cela vient des mentalités et de la réalité du contexte social dans lequel nous sommes. Quand nous avons des enfants qui aujourd'hui, dès l'âge de 7 ans, savent utiliser Internet, et lorsqu'on sait tout ce à quoi ils sont exposés, la démission, elle vient d'où? Monsieur a dit tout à l'heure que non, le gouvernement a eu à démissionner. Non, mais la démission, elle est à tous les niveaux. Donc, Et aujourd'hui, c'est ça en fait le problème. On cherche un coupable. Mais en réalité, en essayant de pointer du doigt le gouvernement, il faudrait qu'on regarde les 3 autres doigts qui sont pointés vers nous-mêmes. Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait pour éviter que nous en arrivions à cela? Aujourd'hui, la loi qui a été prise est une loi de dernier recours. Ce n'est nullement une question de peine capitale, comme l'a dit monsieur. Non, c'est un dernier recours pour éviter, pour réduire au grand nombre les cas de ces femmes-là qui se retrouvent désespérées, sans aucune solution, et qui se disent, bon, ok, voilà, je dois le faire. C'est un drame. Alors, l'avortement n'est pas une victoire. Et personne ne dit ici que l'avortement est une victoire. Pour ceux qui pensent qu'aller à cette loi pourrait encourager les femmes à développer des comportements plus préjudiciables qu'on l'imagine, que dites-vous à ceux-là, vous qui êtes femmes et qui êtes dans un environnement de femmes et qui les accompagnent? Comme je viens de le dire, l'avortement n'est pas une victoire. C'est un drame. Et je crois qu'aucune femme ne décide d'aller à l'avortement juste sur un coup de tête. Je pense que c'est une décision qu'elle mûrit, qu'elle développe. Mais pendant ce temps où elle mûrit, elle développe cette pensée-là, moi, la question que je me demande, c'est où sont tous ceux qui sont autour d'elle? Qu'est-ce qui a été fait en amont et en aval pour ne même pas permettre à cette femme-là d'avoir cette idée d'aller à cet acte? C'est là les véritables questions. Pour que moi, aujourd'hui, je décide de prendre une arme pour aller tirer sur quelqu'un, c'est parce que quelque part, cette idée était déjà là. Elle était existante en moi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, qu'est-ce qui a été fait pour ne même pas que cette question-là puisse surgir à la pensée de la femme? Si aujourd'hui, une femme y pense, c'est parce que notre société lui a donné ce cadre-là. Le sexe a perdu, si je vais dire, sa fonction de base, ou on dira divine, de reproductive. Aujourd'hui, c'est plus une question passionnelle, c'est une question, c'est la recherche du plaisir. C'est sur ça que les gens sont focus. Et c'est ça qui nous a conduit à quoi? À la question de la contraception. Sauf que cette question de la contraception ne fait pas le bonheur de tous. Et elle nous emmène donc à quoi? À la question de l'avortement. C'est une succession. Et donc, il y a eu une démission quelque part à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, si le gouvernement décide de prendre ses responsabilités, laissons le gouvernement faire ce qu'il a à faire et que chacun, dans son cocon familial, dans sa classe en tant qu'enseignant, dans son environnement de travail, à l'église, que l'on puisse véritablement éduquer nos filles, mais également nos garçons. Parce que ce n'est pas juste une question de la femme. C'est également nos garçons. Parce que lorsqu'il y a grossesse, c'est parce qu'il y a eu un homme et une femme. Alors, en termes de regard sur cette loi, que dites-vous à tous ceux qui pensent qu'on aurait pu faire autrement? On aurait pu faire autrement. Je ne pense pas qu'on aurait pu faire autrement parce que le gouvernement fait déjà. Les mois derniers, la ministre des Affaires sociales a passé son temps à sillonner les écoles. Tout à l'heure, monsieur le disait, qu'autrefois, ça se faisait, mais ça n'a pas arrêté. Madame Tony Fodé a sillonné école sur école, pour sensibiliser nos jeunes filles, pour sensibiliser nos jeunes garçons. Donc, la question de la sensibilisation, elle était déjà là. Elle a continué à se faire. Peut-être qu'elle n'est plus aussi publicitée qu'auparavant, mais elle continue. Donc, si la question de la sensibilisation n'a pas permis de répondre à cette question-là,
comme j'ai dit, à un moment donné, il y a une offensive qui va se faire. Il faut pouvoir sauver le maximum pour réduire les dégâts. Parce que lorsqu'une femme se permet d'aller s'adonner à un avortement, que moi j'appelle meurtrier, les conséquences obstétricales on n'a pas idée. Quand vous entendez qu'on a enlevé l'utérus d'une femme, juste parce que, au lieu d'avoir un plateau technique adapté, propice, légal, encadré, contrôlé, elle a eu recours à une arrière-cour, à un antichambre dans lequel elle est allée se faire, démonter en fait. Que faire? Il faut prendre le taureau par les cornes. Alors, monsieur Petrus, les taureaux pris par les cornes avec l'exposé fait par une femme, est-ce que vous êtes davantage convaincu que c'était la voie royale en point? Je voudrais déjà dire à Mme Mayoulou que ce n'est pas le gouvernement qui a quelque chose à faire dans ce sens-là. Et qui a quelque chose à faire? Nous avons tous quelque chose à faire. Voilà. Et je l'ai mentionné. Voilà. Et puis, c'est les députés qui votent la loi au nom du peuple béninois. Et il revient au gouvernement de les mettre en application. Et donc, nous sommes au niveau de nous autres, de nos représentants qui proposent au gouvernement un cadre juridique dans lequel il pourrait mener des actions. Donc, on ne peut pas, on ne s'en prend pas au gouvernement. On ne peut non plus s'en prendre au gouvernement, puisque quand vous dites laisser le gouvernement, c'est comme si on s'en prend au gouvernement. Non, mais c'est simplement à travers nos représentants qui, un lundi matin, nous ont fait tomber cette loi sur la tête. C'est un projet de loi. C'était un projet de loi initié par le gouvernement. L'Assemblée nationale peut rejeter ça. Ah, mais ils l'ont adopté. Ils se sont appropriés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je reste dans ce cadre-là pour dire que après un bon week-end, vous levez un lundi matin et ça vous tombe sur la tête. Que désormais, à la demande de la femme, et en fonction de ses humeurs, de demander ou bien. C'est pas en fonction de ses humeurs. La détresse, je pense que. La détresse. Non, la détresse, une détresse a des indices. D'accord? Si vous allez voir moi, j'ai travaillé dans un centre intégré de santé de service social au Canada où j'étais ARH, donc agent de relations humaines. Donc, j'ai travaillé avec des enfants et par moments également avec des jeunes filles qui se retrouvaient avec des grossesses non désirées. D'accord? On est ici en train de pouvoir parler de quelque chose de très, mais de très important. Nulle part il n'est question d'humeur. La détresse a des indices qu'on peut évaluer. Et c'est pour ça que dans cette loi, il est dit que chaque femme qui dira « je veux pouvoir avorter » devra d'abord rencontrer un spécialiste et une assistante sociale. Laissez cette question. D'accord? Non, mais c'est là. Ce qui veut dire que quoi? En réalité, une femme... La loi n'a pas dit devrait, la loi dit peut. Non, donc, elle peut ne pas. Le ministre a été clair. Non, une femme... Non. Attendez. Nous parlons de la loi qui est votée. Bien sûr. Peut. On n'a pas dit non. Devrait ou obligatoire. Ce n'est pas imposé à la femme. Vous pensez que le choix du mot compte beaucoup? Bien, mais puisqu'on parle de la loi... Non. Et ensuite, madame, expliquez-moi si la détresse morale n'est pas un genre d'humeur. Non. Et c'est quoi? Alors dire que la détresse morale est un genre d'humeur, c'est vraiment, je dirais, je m'excuse, mais ça a l'air d'être une construction phallocratique. Non, la détresse morale n'est pas du tout une question d'humeur. C'est un problème qu'il faut traiter. Et il y a des spécialistes pour traiter ce problème-là. Une femme qui décide d'aller aujourd'hui se faire d'interrompre sa grossesse, le garde des Sceaux l'a dit, elle doit absolument faire une consultation. On ne prend pas une femme, on la met sur un lit d'hôpital et on l'opère. Non. Il y a une consultation au préalable qui est faite. Et durant cette consultation, j'arrive. Ce n'est pas ça qu'on ne connaît pas. Non, j'arrive. Mais c'est là le nœud. Ce que je veux dire, c'est que quoi? Lorsqu'elle rencontre le médecin est censé l'informer, la conseiller et l'aider. D'accord? Ce qui veut dire que quoi? Une femme qui rentre dans un hôpital avec l'idée de vouloir se faire avorter peut en ressortir
sans avoir procédé à cette interruption. Ce n'est pas nouveau, toutes ces choses-là. D'accord. Ces cas-là, ce n'est pas nouveau. Donc, et lorsqu'elle ressort... Ce que je voudrais partager avec vous, madame, c'est que quand vous dites détresse, quand la loi parle de détresse morale, détresse éducationnelle, détresse matérielle, détresse... on a cité toutes ces détresses-là. Ce n'est pas une question d'humain pour vous lever parce que, par exemple, détresse professionnelle. Peut-être que j'ai perdu mon emploi alors que je viens de constater que je suis enceinte. N'est-ce pas? Peut-être, hein, c'est moi qui interprète, ça peut peut-être ne pas être ça. Que la détresse professionnelle... Vous êt sur un terrain d'interprétation. Voilà. Oui, voilà. Donc, si déjà la femme que je suis enceinte, et je suis avec mon homme, et donc j'ai perdu mon emploi... il faut ajouter, parce qu'on est dans des analyses. L'homme aussi peut perdre. Voilà, ça arrive. Et puis je dis, comment est-ce que je vais faire pour m'occuper de cette grossesse-là? Oui. Alors qu'il y a un enfant qui est déjà là. Qu'il y a un enfant qui vient, qui se prépare. Parfait. Voilà la possibilité qu'on donne à prendre une décision. Okay. Le simple fait même de vouloir de prendre cette décision d'une interruption volontaire de grossesse pose déjà tout le problème. Tout à l'heure, je vous ai écouté avec satisfaction quand vous évoquez les problèmes liés à ceci, à cela. Mais vous allez vite aux solutions de fatalité. Ce n'est pas parce qu'il y a ceci, cela. Ce n'est pas parce que je vous ai entendu dire, puisque la sensibilisation n'a pas suffi, mais comment est-ce qu'on a évalué pour savoir que la sensibilisation était plus suffisante? Non, comment est-ce on est arrivé à évaluer que la sensibilisation n'est pas suffisante? La sensibilisation... Permettez-moi, Madame Ayoulou, je reviens vers vous. Il y a la réaction de M. Petrus qui m'a inspiré quelques questions à votre endroit, et en même temps quelques questions à son endroit, et je commence par lui. M. Petrus, restons pratiques. Oui. La société béninoise d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez des informations, les gens arrivent à s'offrir 2 repas par jour, difficilement. Il y a beaucoup qui sont aujourd'hui sans emploi, et qui l'ont perdu. Dans ces conditions, je parle là de couples, pas d'hommes qui ont envie de s'amuser, de couples. Et ils ont un petit enfant, peut-être de 2 ans. Si vous savez, 2 ans après, ça peut recommencer. On est dans un foyer là. Et puis, on constate, malheureusement, c'est arrivé, monsieur qui a perdu son emploi et qui cherchait un autre, madame qui apparaissait comme le secours, qui vient annoncer à monsieur que c'est aussi arrivé à mon niveau. Et c'est une famille où l'appui, c'est eux. La grande famille comptait sur monsieur. Monsieur est sans emploi, madame sans emploi. On découvre subitement que l'enfant est venu. Je parle d'un couple. Et ils discutent, monsieur dit, madame, ça, je pense que franchement, on ne peut pas. Non, on peut pas. Écoute, là, on s'en sort difficilement. On se tourne vers qui? La famille élargie en Afrique et au Bénin a commencé par disparaître. Je ne sais pas si vous êtes d'avis. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous lever, taper à la porte d'un oncle. D'ailleurs, si vous posez votre problème aujourd'hui, demain, voir votre numéro, il coupe. Alors, à ce couple-là, vous conseillez quoi? Voilà un cas de détresse. Ils font comment? D'abord, la grossesse que vous attendez ne vous appartient pas. La grossesse que la femme porte n'appartient pas à la femme. La femme a un temple dans lequel la vie commence. Et elle a la responsabilité pour nourrir cette vie dans ce temple-là pendant 9 mois. C'est une question de temps pour que l'enfant naisse après. Si notre société trouve des problèmes à ce que les gens aient des difficultés d'ordre matériel et autres, la solution est là. Vous savez, madame est au Canada. Madame est au Canada. Oui. Elle sait comment ça fonctionne, les services sociaux. Restons bénis avec les services sociaux. Attendez. Merci. Justement, c'est le problème est d'éveiller la conscience de ceux qui nous dirigent sur leur mission. La mission d'un gouvernement, ce n'est pas pour créer de l'économie pour le pays. Quand je dis pour créer, je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin de la... Non, c'est d'abord s'occuper de la vie de la population. La grossesse que votre épouse porte ne lui appartient pas, ne vous appartient non plus. À la rigueur, ça appartient à l'État. Parce que nous sommes tous des fils du Bénin.
Et les lois qui existent et qui ont forgé notre vivre ensemble, ces lois nous protègent. Et on remet ces lois dans la main de ceux que nous choisissons par moment pour nous diriger, pour dire voilà. Et dans notre constitution, l'une des premières choses, c'est de nous dire que la vie est sacrée. Tout à fait. Et qu'il faut la protéger. Tout à fait. À partir de ce moment, le rôle est clairement compris. Il n'y a rien qui puisse nous amener à cette extrémité-là. Je pense que tous les problèmes, vous avez jamais... Si dans une société, si au Bénin, vous constatez qu'il y a une femme grosse qui porte le bébé et qui vient vous demander de l'aumône parce qu'il veut porter sa grossesse à terme et que vous n'êtes pas capable de lui venir en aide, on dira de vous que vous n'avez pas apporté assistance à la personne en danger. Vrai ou faux? Vrai. Si une femme se rend à l'hôpital parce qu'elle est grosse, et on dit elle n'a rien payé, il faut la laisser. Et on va la laisser parce qu'elle n'a pas d'argent pour qu'on la consulte, pour qu'on la couche. Eh bien, vous allez en répondre. Ah mais monsieur Pétrus, attendez, vous dites des choses. On est dans les cas pratiques. Parce que, oui, justement, vous avancez des éléments là. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont accouché dans nos hôpitaux parce qu'on n'a pas pu payer les frais d'accouchement sont gardés dans nos hôpitaux. Et qu'on a récemment libéré parce que l'État a dû contribuer. Vous savez ça. Vous avez dit que les femmes ont accouché dans les hôpitaux sans payer. Oui, c'est déjà ça. C'est déjà ça la solution. Il faut que la vie soit finalement donnée. Le reste, on peut gérer. Vous savez combien c'est difficile aujourd'hui? Attendez, le gouvernement a géré le reste en payant. N'est-ce pas? Oui, il y a d'autres cas encore. Non, attendez. Donc, c'est déjà ça. Que je viens, la femme n'a rien, eh bien, il faut lui porter assistance. Parce que la vie qu'elle porte, la vie qu'elle veut donner appartient à l'État. Donc, appartient d'abord à Dieu qui l'a mis, mais à l'État. Je reste dans ce que nous ne croyons plus ou bien nous ne voulons plus croire à quoi que ce soit. Pour dire que la vie appartient à l'État. Donc l'État doit protéger cette vie. Si une femme va à l'hôpital parce qu'elle n'a pas l'argent, on la laisse, eh bien, tous ceux qui vont être dans ce circuit-là vont répondre devant qui les convoqué? Vous savez, il y a des gens qu'on n'a pas pu accueillir dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas les frais de consultation. Ouais. Ça existe aussi. Parce qu'ils ont porté une grossesse. Ah, mais il y a bien des cas. Mais voilà là où les lois doivent aller. Les lois là qu'on doit voter, c'est aller dans le sens de punir tous ceux qui peuvent laisser une femme qui porte une vie souffrir. Les lois doivent aller dans ce sens. Et non, c'est-à-dire que on veut aller à une extrémité alors que les problèmes que nous posons ont leur solution avec nous. C'est un peu ça, je n'arrive pas à comprendre. Alors, je viens, madame. Je vous ai suffisamment, on va partager. Vous savez, vous appartenez à une famille. Tout à l'heure, vous dites la famille va vous laisser. Mais c'est pas vrai. Attendez, c'est pas vrai. Le journaliste est à un carrefour. Nous entendons des choses. Monsieur Pétrus, nous sommes pratiques avec vous. Hein. Oui, ce que je dis n'est pas pratique. Vraiment, non, la réalité, quand je vous dis, beaucoup de couples... Madame Mayoulas, où étaient les familles de ces femmes-là? Je ne sais, j'ai oublié le nombre, je pense qu'elles étaient plus d'une centaine, ces femmes avec leurs enfants qui étaient gardés dans nos CHU jusqu'en décembre dernier, jusqu'à la veille de Noël, et qui ont été libérées. Où étaient leurs familles? Je vous retourne cette solution qui, selon vous, est pratique et que vous nous... Où étaient leurs familles? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne un exemple précis. Si vous portez une grossesse, que vous avez des difficultés financières pour vous en occuper, et que dans votre famille, il y a des gens qui ont des moyens, que vous savez qu'ils ont des moyens pour vous aider, la loi doit aller dans le sens de ce que... Parce que j'ai été heureux d'entendre dire dans les sorties que les belles familles doivent se connaître. Oui. Les belles familles, ça veut dire qu'on est en train, et ça c'est pas nouveau non plus, on est en train de créer autour d'un enfant qui va surgir, qui va venir d'une famille, une certaine solidarité. Et cette solidarité, lorsqu'elle manque,
la loi doit punir ça. La loi peut aller dans ce sens-là. C'est ça. C'est ce que j'essaye de vous dire. Aller dans le sens de là où on peut trouver des solutions que d'aller dans le sens de l'extrémité. Je vais vous donner un exemple. Si vous étiez ma fille, hein, Madame Mayoula, et que vous attendez... Mayoulou, oui. Voilà, autant pour moi. Et que vous attendez un enfant, votre enfant, moi, je serai le grand-père, n'est-ce pas? Bien sûr, mais ça, c'est Mon vous. épouse sera la grand-mère, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que, dans une certaine mesure, j'ai une responsabilité sur cette grossesse. Et si vous décidez à vous seul d'enlever cette grossesse parce que vous pensez qu'à un moment donné, vous avez perdu votre emploi, vous êtes en détresse matérielle, comme on le dit, en détresse ceci, morale, etc., que vous le dites, vous auriez, moi, enlevé mon petit-fils ou ma petite-fille qui viendrait au monde. Vous comprenez? Et ça, là, seul suffit pour moi d'avoir des distances vis-à-vis de vous parce que vous m'avez privé d'un droit de grand-père. Parce qu'aujourd'hui, la loi vous dit, c'est à votre demande que cela... On ne va pas m'appeler pour dire, toi, le futur grand-père, tu voudras bien que la loi... Non, on n'a même pas besoin de moi. Vous allez vous pouvez voir le médecin ou le service social. C'est moi qui suis là. Qu'on peut vraiment mieux faire. Mais est-ce que ce que je dis là ne vous donne pas l'impression qu'on peut vraiment mieux faire, Madame Mayoulou? Tout à l'heure, on revient en fait à cette question où vous demandiez comment est-ce qu'on peut évaluer cette détresse qui était, les différents types de détresse qui ont été mises dans la loi. Oui. Mais non, moi je vous retourne la question. Ne pensez-vous pas que lorsqu'on parle de détresse matérielle, il n'est pas juste question de perdre un emploi? Parce que... Professionnel. Oui. Parce que même dans les commentaires, dans les différentes polémiques, c'est ce qui revient. On suppose qu'il a perdu son emploi. On suppose qu'il a... Non, la détresse matérielle, ce n'est pas juste de perdre un emploi. La détresse matérielle, c'est une détresse. La détresse, c'est quoi? C'est ce haut niveau-là qu'on atteint lorsqu'on plonge. C'est-à-dire que ce n'est pas juste que j'ai perdu mon emploi. En plus de ça, il y a quoi? C'est là où je vis. C'est quelles sont mes possibilités, mes chances de pouvoir me relever de ce que je traverse. C'est depuis combien de temps je traverse. Là, je vous donne des indices sur lesquels, par exemple, au Canada, on évalue ce que nous appelons la détresse. C'est depuis combien de temps je suis en train de vivre ce que je vis. Quelles étaient mes chances, quelle est mon expérience professionnelle. Quelles sont les chances que j'ai aujourd'hui de pouvoir retrouver exactement. Et pouvoir payer les frais de location. Et là, aussi, ça m'emmène à parler de quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, n'oublions pas tout ce que le gouvernement fait est une suite logique. On sait qu'aujourd'hui, on attend tous Arche. Arche qui est donc ce programme social-là, qui viendra également permettre en fait aux personnes indigentes, aux familles indigentes, de pouvoir avoir plus ou moins des services, d'avoir droit à des services équilibrés comme toute personne en fait. Oui, justement, Madame Mayoulou, lorsqu'on prend ce projet H, est-ce que quelque part ça ne donne pas, si on prend son aspect opérationnel, ça ne donne pas un peu raison à ceux qui, comme M. Petrus, pensent qu'on pourrait mieux faire avec les tests, c'est-à-dire si l'indigent peut avoir accès aux soins gratuitement, ça fait comme un petit soulagement, un moins par rapport à sa détresse, et il se dit, mais voilà, je n'ai rien, mais quand même, il y a une porte de sortie, et donc oublier un peu sa détresse et aller de l'avant. Là, on ne parle que de la détresse matérielle. Sauf que lorsque nous lisons notre loi, il n'est pas juste question de détresse matérielle. Il y a la détresse également psychologique. Mais Arche vient répondre à un type de détresse. Madame Mayoulou. Non, il y a plusieurs types de détresse. Oui, à chacune des détresses. Est-ce qu'on peut avoir des réponses autres réponses que les réponses, le recadrage de la loi? Vous êtes en train de réécrire la loi à la place des députés. Oh non. Parce que depuis vous essayez de nous expliquer. On analyse, on interprète tous ensemble ici ce qui a été écrit. Je voudrais vous poser une question, puisque vous m'en posez aussi, n'est-ce pas? Une femme, on voit généralement dans notre pays là, des femmes qui accouchent et qui abandonnent les enfants dans les rues. C'est extrêmement douloureux, n'est-ce pas? Très. Voilà. Ces femmes-là, elles ont dû traverser des situations de détresse pour en arriver là. Mais elles sont arrivées là. Et la solution de recours pour leur manque de moyens, c'est de déposer l'enfant quelque part pour qu'on puisse le récupérer et s'en occuper.
Cette femme-là est en train de poser un acte qui dit, puisque vous n'arrivez pas à offrir des services sociaux qui puissent me permettre de m'occuper de l'enfant qui est celui du Bénin, eh bien, je vous le remets. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas empêché que l'enfant naisse, mais je lui ai donné la vie et je vous le remets. Et là où l'État récupère, c'est dans la rue. C'est sa solution à elle, ça. Vous voyez un peu ce que je dis. Tout à fait. Entre elle, qui donne la possibilité à cet enfant-là de naître et d'avoir la chance d'être aimé par quelqu'un d'autre qui lui donnera tout ce qu'il faut, éducation, etc. Et celle qui ne veut pas, parce qu'elle suppose qu'elle est en situation de détresse, empêcher que cette vie naisse, des deux, qui vous pouvez incriminer le plus? Je n'incrimine personne. Ah oui? Ah ben oui, je n'incrimine personne. Parce que je n'ai aucune idée de ce que chacune de ces femmes-là vivent ou ont vécu. Et c'est pour ça que... Et c'est là où, en fait, on se doit tous, en fait, de donner pas d'acclamer, mais de dire à nos députés qu'ils ont été larges, en fait, avec tous les différents types de détresse qu'ils ont cités. La dame qui vient déposer son enfant dans la rue, ce n'est pas parce que forcément elle manque de moyens. Ça peut être dû à une autre détresse. Ah oui? Ah ben oui. Je ne parle pas des cas de maladies psychologiques et autres. La loi dont on est en train de parler, oui, elle prévoit cela. Lorsqu'on parle de la détresse psychologique, c'est également ça. Lorsqu'une femme est en dépression, par exemple, et qu'elle ne sait même pas qu'elle est en dépression, et que elle juge bon d'aller se faire avorter, mais lorsqu'elle va rencontrer son médecin, vous pensez que celui-là la laisse repartir? J'avais promis, je vous ai laissé échanger entre vous, vous permettez, j'avais promis des questions à Mayoulou, une question suscitée par votre intervention et à vous aussi. J'ai commencé par vous, vous permettez, Madame Mayoulou, je n'incrimine personne. Non, vous avez échangé. Maintenant, vous permettez que je poursuive. Oui, plus que 10 minutes. Aucune ne mérite d'être incriminée. Monsieur Petrus, aucune ne mérite d'être incriminée. Madame Mayoulou, on peut évoluer. Vous permettez que je repose mes questions. Mayoulou a dit qu'elle ne connaît rien de ce que ces femmes-là ont vécu. Exactement. Tout à quoi vous voulez offrir? On ne leur offre pas. Ça existe déjà. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de leur dire... Ce qui existait, c'est dans des cas précis. Et tout le monde est d'accord que l'avortement qui met en danger la santé de la mère et de l'enfant, qui met en danger les grossesses de cas de viol, tout le monde est d'accord que dans ces cas d'avortement, il n'y a aucun problème. Tout le monde est d'accord sur ça. Et ça, c'est la loi 2003. Monsieur Petros. En plus, vous savez, dans le rapport des députés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Excusez-moi, puisque j'en reviens. Plus que 10 minutes et puis on va se séparer. Et ils disent que la loi 2003 de 3 mars relative à la santé sexuelle a été adoptée pour un meilleur encadrement légal de la vie, pour un meilleur encadrement légal. Aujourd'hui... Le nœud du débat est cette portion de la loi. C'est pas là où je vais en venir. Allez-y. Aujourd'hui, on vient ajouter à cette loi, pas une loi modificative, l'interruption volontaire de grossesse. On attendait que les députés, au lieu de préalablement mener le débat dans la société pour une question aussi sensible, l'ont fait tomber sur notre tête un lundi matin, et que par la suite... Le gouvernement, les membres vient nous dire le mercredi dernier, pour être précis, que le mercredi 20. Autre chose qu'on peut retenir de cette sortie, c'est qu'on va encadrer. Mais n'avait-on pas encadré la loi 2003? Vous voulez dire que c'est un encadrement de trop? Alors, c'est ce que je vais vous poser une question. Ce n'est pas un encadrement de trop. On va évoluer. Ce n'est pas un encadrement de trop. Avant de se séparer. Il y a, les élus qui ont fait naître ce débat, il faut le reconnaître. Leur attitude n'a laissé personne indifférent. Vous non plus, j'imagine, Madame Mayoulou. Je vais vous poser la question. Le président de l'Assemblée qui a dit Obier Tobi, en tout cas, ce vote ne se passera pas en son temps. Avec lui, Louis-Yves Lavon, pour ne pas le nommer. On a vu un autre député qui a énuméré les 7 raisons pour lesquelles jamais lui ne voterait cette loi. On a vu d'autres donner de la voix, argumenter en 4 points les 4 raisons qui pourraient motiver ce vote et 4 autres raisons pour lesquelles on ne doit jamais y aller. Et puis flop, après une suspension, les travaux ont repris. Et on nous dit, à l'unanimité, la loi est votée. Comment le citoyen que vous êtes apprécie cela?
La citoyenne que je suis se dit jusqu'au cours des plénières, il y a eu des discussions. Je pense que les initiateurs de la loi ont défendu leur projet devant les députés. Ils ont essayé de leur faire comprendre ce que eux ils voient derrière cette loi-là, qui d'ailleurs, à mon avis, est une mesure, je dirais, est une mesure à long terme, parce que autour de cette loi-là, on sait qu'il y a d'autres programmes, comme j'ai parlé de Arche, qui viendront permettre et qui viendront redonner, n'est-ce pas, un niveau social à chaque citoyen indigent ou en difficulté. Et encore une fois, il faudrait qu'on sorte de la question financière ou économique, parce que le tout ne repose pas là. Merci. Oui. Même question à vous, pas autre chose. Sur cette question, vous savez, depuis l'avènement de la démocratie au Bénin, le Bénin n'a jamais eu une assemblée nationale. Jamais. Jamais. Et vous nous apprenez des choses. Oui. Comment ça? Parce que quand on va commencer par parler de réforme, c'est d'abord là qu'il faut y aller. Tous les représentants de la nation, du peuple béninois à l'Assemblée nationale, n'ont été que des représentants politiques. Bon. C'est les partis politiques qui... Attendez. Nous allons refaire le débat. Vous permettez, je vous interromps pas, mais c'est comme si... En fait, quelques minutes, on va se séparer. Vous dire que quand on parle d'une représentation nationale, c'est presque toutes les couches est-ce que c'est le cas depuis le débat est sur tapis, on est en train de... Vous permettez? Donc, dans ce cas-là, oui. Que madame ait pu trouver la bonne excuse des députés qui, préalablement, avaient des raisons pour ne pas y aller et dire que en une séance, ils ont été convaincus de tout ce qui a été dit, un peu comme ce qu'on a entendu à la sortie, eh bien, je trouve que nous avons encore du chemin à faire. Alors, avec cette loi, faut-il continuer à tirailler de part et d'autre? Louis Vlavolon, lors de la récente session, a donné de la voix. Des clivages nés du vote des lois qui réorganisent la famille au Bénin, le président de l'institution parlementaire, Mme Mayoulou, appelle à la réconciliation du peuple. Comment vous trouvez sa posture? Lorsqu'on parle de réconciliation du peuple, ce n'est que favorable, ce n'est que positif d'ailleurs, comme cette loi positive qui a été mise en place. On n'attend que cela. On attend que cela, et je crois que tout un chacun devrait pouvoir se regarder dans le miroir, faire face aux réalités qui s'imposent et se dire que en fonction des réalités auxquelles nous faisons face, il faut pouvoir prendre des solutions à court terme, mais également à long terme. Même question, clivage né du vote de ces lois. Louis Vlavolon est revenu là-dessus, appelant tout le monde à ramener la balle à terre. Votre regard? Non, je ne voudrais pas donner une réponse par rapport à ça. Ah bon? On ne crée pas une réconciliation. On ne crée pas une situation malencontreuse et après dire réconciliation. Ça, excusez-moi, ça c'est de la tricherie. Ah bon? Ça c'est de la tricherie. Je ne peux pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas galvauder le terme réconciliation. La réconciliation vient, on parle de lorsqu'il y a un conflit qui est né de deux parties. Aujourd'hui, c'était louable à l'Assemblée nationale d'aller consulter les experts en social, on les connaît, d'aller les consulter parce que nous sommes dans un domaine social, d'aller les consulter. Pas que social. Plus que social. Allez-y. Allez consulter toutes ces couches-là pour savoir si, dans le domaine social, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a, c'est-à-dire on veut résoudre un problème, mais lequel, on ne sait pas. Parce que, comme je l'ai dit au début, tous les problèmes, même les problèmes évoqués par Mme Mayoulou sur la question, ces problèmes ont leur solution en leur sein. Il faut simplement aller les dénicher et continuer. Merci. Ce sera malheureusement tout. Mesdames, Messieurs, on va s'en arrêter là. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu, Madame Muriel Mayoulou. Monsieur Petrus, ce fut également un plaisir de vous avoir eu à nos côtés chez Téléspectateurs. On va s'en arrêter là. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.